Cette coalition, dénommée Coalition nationale pour le changement, exige avant toute élection dans le pays la dissolution de la commission électorale indépendante, la CEI, qu'elle considère d'ailleurs favorable au président sortant et demande la libération des prisonniers politiques, notamment de Laurent Gbagbo, des revendications qui pourront impacter l'organisation des élections dans ce pays encore fragile. Une coalition contre Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, impact de ces revendications sur le processus électoral. C'est le premier thème à débattre dans cette émission. Ensuite, nous mettrons le cap sur le Mali où, après des semaines de négociations, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui représente la rébellion du nord du pays, a fini par signer ce samedi l'accord de paix déjà entériné par le gouvernement et la médiation internationale. Signature de l'accord de paix par la rébellion au Mali, influence de cette signature sur la paix dans le Sahel. Ce sera le deuxième thème. Mais avant tout ceci, madame, monsieur, je vous propose le flash d'information. Au Nigeria, au moins 20 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées ce lundi dans un attentat suicide à Maïdougouri, fief de Boko Haram. L'explosion s'est produite à proximité du marché aux poissons de la route de Baga. Selon plusieurs sources, la kamikaze n'avait pas plus de 17 ans. La France a promis ce lundi de peser de tout son poids pour le succès de l'accord de paix au Mali. 2 jours après la signature de l'accord par la rébellion du Nord, le ministre français de la Défense a fait le voyage pour montrer la détermination de la France à en garantir l'application. Au Soudan du Sud, quelques 250 000 enfants risquent de mourir de faim dans ce pays ravagé par 18 mois de guerre civile. L'information est publiée dans un rapport de Tommy Lanzer, coordonnateur humanitaire de l'ONU dans le pays jusqu'à son expulsion début juin. Contre le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire exige la dissolution de la commission électorale indépendante et la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo. Quels sont les impacts de ces revendications sur le processus électoral dans ce pays qui sort d'une grave crise post-électorale? C'est notre premier sujet de discussion. Ce sera juste après ce générique. Aujourd'hui, nous recevons 2 invités sur le plateau de Sika Infomag. Il s'agit d'abord de Belarminus Kapovi. Il est docteur en communication politique. Belarminus Kapovi, bonjour. Bonjour Joël. J'ai également sur ce plateau Joël Yetonji, journaliste à la rédaction de Sika. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour. Bonjour Belarminus. Bonjour Joël. Belarminus Kapovi, vous avez certainement donc suivi l'actualité en Côte d'Ivoire. Je le disais tantôt, l'opposition réunie au sein d'une coalition dénommée Coalition nationale pour le changement exige et pose des conditions avant les élections, notamment la dissolution de la commission électorale et la libération du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo. Alors, selon vous, quels sont les impacts de ces revendications sur les prochaines élections dans ce pays? Je pense déjà qu'il faut remonter aux personnalités qui composent cette coalition. C'est quand même 12 fortes personnalités de l'arène politique de la Côte d'Ivoire. C'est Mamadou Coulibaly de LIDER, donc le parti Liberté et Démocratie. C'est Charles Konabani qu'on ne présente plus. Le transfuge ou le frondeur du PDCI. Ben oui, on peut dire fondeur. Il y a également Abdraman Sangaré, qui n'est pas non plus n'importe qui. Il y a d'irréductibles du PDCI, comme vous venez si bien de le dire. Je vais parler de Kona Kouadio Bertin. Kakabé pour les intimes. Exactement. Je vais parler également de Jérôme Kaplan-Brou et également de Amara ici. Et donc, c'est des fortes personnalités donc, de la scène politique ivoirienne qui aujourd'hui ont décidé de se mettre ensemble et ont signé cette charte-là le 12 mai dernier. Alors, c'est quand même des gens qui sont très écoutés par une certaine population. Vous pensez qu'ils ont vraiment du poids politique? Je pense que Konabani sans son PDCI, vous pensez que cela a un poids? Ben, je pense que aussi bien le PDCI peut faire son poids, aussi bien lui également a contribué un peu à l'enracinement du PDCI enfin de ces dernières années. Et donc je pense que c'est quand même de fortes personnalités qui sont écoutées par une certaine population. Et donc ils peuvent se targuer de cela parce que vous voyez, ils ont des revendications dans le chat. Justement, ils exigent la libération de Laurent Gbagbo. Et vous savez que Laurent Gbagbo, il a quand même eu près de 40% lors des dernières élections. Donc, plus de 40%. Laurent Gbagbo a encore
du soutien au niveau d'une certaine frange de la population. Et donc, ces personnalités qui disent aujourd'hui libérer Laurent Gbagbo, c'est qu'ils profitent aussi, ils surfent aussi sur cette vague de popularité de Laurent Gbagbo. Et donc forcément, à un moment donné, ils vont utiliser la rue pour exiger du président Ouattara et de tous ceux qui le soutiennent, enfin je vais parler de Guillaume Soro, de Bakayoko et bien d'autres, pour pouvoir exiger donc la libération de Laurent Gbagbo. Sauf que Laurent Gbagbo, nous ne le rend pas, il est à la CPI. Et donc je ne vois pas en quoi est-ce que le président Ouattara demandera à la CPI de libérer Gbagbo et que la CPI libère Gbagbo. Je pense que ça risque pas d'arriver. Donc c'est une revendication utopiste. Moi je pense qu'ils veulent juste surfer sur la popularité de Laurent Gbagbo. Oui, mais alors en dehors de la revendication de la libération de Laurent Gbagbo, il y a celle qui concerne la CEI, la Commission électorale indépendante. Est-ce qu'ils n'ont pas raison de demander la dissolution de cette commission électorale? Oui, moi je pense que sur ce point, ils ont totalement raison parce qu'ils demandent des conditions d'élection justes, transparentes, inclusives et démocratiques. Et je pense que déjà en 2010, les élections, là, il y avait quand même un problème parce que le pays n'était pas complètement unifié et on a demandé d'organiser des élections dans un pays quasiment en partition. Et donc, qui est-ce qui a surveillé vraiment la régularité des élections dans le nord de la Côte d'Ivoire? Moi, j'aimerais bien savoir. Et donc, je pense que ces personnalités aujourd'hui de la CNC, elles ont raison de demander la dissolution de la CENI et qu'on mette en place une CENI qui tienne compte de la configuration politique actuelle de la Côte d'Ivoire. Donc, au clair, nous sommes à l'entame d'une nouvelle crise politique en Côte d'Ivoire, d'après votre analyse. Je pense que nous n'en sommes pas loin dans la mesure où vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement l'une des revendications de la CNC, c'est qu'on assiste à une justice à double visage, c'est-à-dire la justice des vainqueurs sur les vaincus. Et quand on remonte dans l'histoire avec le traité de Versailles, qui avait également consacré la justice des vainqueurs sur les vaincus, on a abouti à quoi? On a abouti à une deuxième guerre mondiale. Joël Etondier, vous avez suivi les argumentations de Bellarminus Kapovi. Est-ce que, à votre avis, est-ce que les revendications de l'opposition ivoirienne aujourd'hui pourront avoir des impacts sur le processus électoral dans ce pays? Si ces revendications ne sont pas bien gérées, on peut bien en arriver là. Il ne faut pas négliger ce qu'ils sont en train de brandir. Ce qu'ils sont en train de brandir en soi n'est pas un détonateur, mais peut le devenir à cause de ceux qui brandissent ces préoccupations. Bellarminus l'a dit, ce sont des figures fortes, ce sont des figures de proue, ce sont des gens qui ont de la popularité. On ne peut pas les négliger. Qu'ils arrivent à se mettre d'accord, dans quelles conditions, ça n'a pas été facile d'en arriver là. Donc, il n'est pas question pour Ouattara de négliger ce qui est en train de se faire. Mais ce qu'il faut faire plutôt, c'est de savoir prendre du recul et très rapidement prendre ça au sérieux et commencer les négociations. Il faut, comme on le dit, je ne vais pas chosifier les choses, envoyer de l'os aux chiens pour vraiment... pour les occuper. Pour pouvoir s'en sortir. C'est ça, schématiquement, ce n'est pas une injure, mais s'il ne le fait pas et qu'il pense que ce qu'il fait aujourd'hui suffira, je vais parler de ses prouesses, parce que prouesses, il y en a en matière de développement, il y en a économiquement, il y en a, c'est une Côte d'Ivoire en marche. Il faut... c'est plutôt... fascinant de constater que après des années de crise, que cette Côte d'Ivoire tient encore debout. Parce que ce qui fait la souffrance de l'Afrique, de ces pays africains, c'est le problème de développement. Et là-dessus, la Côte d'Ivoire n'a pas ce problème, mais la Côte d'Ivoire risque d'avoir des problèmes. Voyez-vous, donc les problèmes ne se posent pas de la même façon actuellement. Ce n'est pas de développement qu'il est question ici, mais c'est un problème politique. C'est un problème purement politique. Vous pensez que si le problème n'est pas géré au sérieux, cela peut entraîner encore une Côte d'Ivoire en crise? Tout à fait. Il faut y aller avec beaucoup de diplomatie. Oui, Ouattara a aujourd'hui, je pense, les coups de front s'il veut s'en sortir. Si c'est prendre du recul, jouer comme certains aiment se faire appeler au père de la nation, appeler tout le monde à la table de négociation, tout en sachant là où ceux-là veulent aller, les écouter, voir un peu ce qu'ils peuvent proposer, parce que la population observe. Et il y a un certain nombre de facteurs qui jouent en faveur de cela. Et quand on parle de prisonniers à libérer en dehors de la CI dont ils ont parlé, qui effectivement doit être suffisamment représentative et ne l'est pas en l'état actuel. Si l'opposition n'a rien dit jusqu'à présent, c'est normal.
que Ouattara continue. Maintenant qu'ils ont parlé, il faut les écouter. Ils parlent des prisonniers politiques. C'est vrai, ça, ce n'est plus un secret, ce n'est que un secret de polichinelle, j'allais dire, que ceux qui sont en prison aujourd'hui, on a l'impression, sinon les noms suffisent pour dire que c'est des gens d'une certaine audience, d'une certaine chapelle. Et quand c'est comme ça, vous n'avez pas la sympathie du grand nombre, parce que c'est vrai, Gbagbo, ce n'est pas quand même un petit nombre derrière. On a parlé de 500 000. 500 000 dans les conditions actuelles, ce n'est pas à négliger. Oui, mais... Et l'effectif peut aller croissant. Tout à fait, je suis d'accord avec ce que vous dites. Est-ce qu'il y a une chance que ces revendications soient réellement satisfaites par le pouvoir en place? C'est en cela que je dis que le pouvoir en place n'a pas intérêt à banaliser cela. Parce qu'ils ne sont pas sortis de nulle part. Oui, c'est des non-compatibles. Au cas où le pouvoir banaliserait alors ces revendications, quelle pourrait être l'issue? Au cas où le pouvoir se permet de banaliser un peu les revendications, on peut assister à des frondes. Les gens peuvent descendre dans la rue. Vous voyez, cette mobilisation, ce n'est pas à négliger. Oui, et de cette mobilisation... Vous pensez que le pouvoir d'Alassane Ouattara n'a pas quadrillé la Côte d'Ivoire militairement pour laisser justement une fronde sociale? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en route pour son développement, pour sa stabilité. Donc, tout le monde apporte sa petite contribution pour que ça puisse aller. Et en cela, on se permet volontairement de taire quelques dérives qu'on observe. Les gens continuent d'utiliser des armes sans être de l'armée régulière. Ça se passe encore en Côte d'Ivoire. Les gens continuent de tirer à balles réelles. Les populations sont encore en insécurité par endroits. Ce n'est pas la grande insécurité d'il y a quelques années. Non. Donc, cela dit, il faut prendre la situation au sérieux. Si on ne le fait pas, ceux-là qui n'ont pas intérêt à ce que la Côte d'Ivoire se retrouve vont en profiter. Ceux-là qui n'ont pas intérêt que Ouattara, s'il y en a qui essaient de jouer à la diplomatie, qui pensent qu'il faut le laisser finir en beauté son mandat, parce qu'en quelques mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Donc il ne faut pas donner vraiment des opportunités, des occasions à ceux-là. Pour créer des troubles en Côte d'Ivoire. Alors Belarminus Kakovi, au cas où le gouvernement resterait sourd à ces revendications de l'opposition, quelles pourront être les conséquences sur la vie politique en Côte d'Ivoire? Je pense que la Côte d'Ivoire risque de plonger une deuxième fois, dans la mesure où ce que réclament aujourd'hui les membres de la CNC, c'est quand même des revendications légitimes. Quand, par exemple, on parle de la cherté de la vie, Joël disait tout à l'heure que la Côte d'Ivoire n'a pas de problème de développement, mais c'est pas tout à fait vrai. Ça, c'est le discours de Guillaume Soro la dernière fois quand il est venu ici, et je l'avais justement interpellé à ce sujet. C'est normal qu'ils viennent peindre en blanc la gouvernance Ouattara. Moi, je reviens de la Côte d'Ivoire, d'une mission d'enseignement en Côte d'Ivoire, et j'ai discuté avec les Abidjanais qui sont aujourd'hui en courroux, parce que Ouattara est venu avec sa politique libérale. C'est chouette, c'est bien. On fait venir les films françaises, c'est très bien, c'est bien beau, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il y a une augmentation exagérée des prix des produits de première nécessité. Et concurremment, il n'y a pas une augmentation des salaires. Oui, mais le développement a un coût. Oui, mais le problème, si vous voulez un pays développé, vous devez quand même être prêt justement à dépenser pour être au niveau qu'il faut. Malheureusement, quand on augmente les prix des produits de première nécessité, je dis bien de première nécessité, il faut sensiblement essayer aussi d'augmenter les salaires. Mais ça n'a pas été accompagné. Ça va venir peut-être lors de... Avec le second mandat, ça va venir certainement. Espérons. L'autre problème également, c'est quoi? C'est qu'on a assisté à un licenciement massif de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires jugés proches de Laurent Gbagbo. Ça, c'est un fait. Et donc, ce que réclament les gens de la CNC aujourd'hui, c'est des sujets complètement légitimes. Et je pense que Ouattara, comme disait justement Joël, le président Ouattara, il a aujourd'hui l'obligation, l'impératif devoir d'écouter ces gens-là et d'essayer de trouver une solution. S'ils essayent de négocier ou de marginaliser ce sont des revendications sociales. C'est normal qu'une opposition fasse des revendications sociales. Mais réclamer par exemple la libération de Laurent Gbagbo, est-ce que vous pensez que cette réclamation peut réellement ramener la paix en Côte d'Ivoire? Ça peut paraître excessif, cette revendication. Puisqu'on sait que Laurent Gbagbo n'est plus en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo dépend aujourd'hui de la CPI. À quoi ça sert alors de demander sa libération au gouvernement en place? Je pense que quand on parle de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que Laurent Gbagbo. Oui, mais entre autres, ils ont cité aussi Laurent Gbagbo, notamment Laurent Gbagbo, et c'est le leader justement du FPI. Il demande un certain nombre, la libération d'un certain nombre de prisonniers, que le gouvernement donne le signal fort en libérant une partie.
et en promettant voilà, de négocier pour voir comment est-ce qu'on peut régler par exemple le cas de Mme Gbagbo, et probablement le cas de Laurent Gbagbo, mais pour Laurent Gbagbo je reste un peu sceptique puisqu'il est entre les mains de la CPI et donc il ne dépend plus, il ne dépend plus de la justice ivoirienne aujourd'hui. Mais le problème fondamental de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est cette justice à double vitesse. Vous savez que le processus de la réconciliation nationale a lamentablement échoué. Pourquoi? Tout simplement parce que le président Charles Konan Banny a produit un rapport, puisque c'était lui le président de la commission de la réconciliation nationale. Il produit un rapport, mais le rapport n'a jamais été publiquement divulgué, tout simplement parce qu'il stigmatise dans son rapport le double langage des autorités actuelles. La Côte d'Ivoire sort d'une guerre, mais la guerre ne se fait pas par une seule personne. Il y a deux camps qui s'affrontent. Par quelle alchimie est-ce qu'on poursuit un camp et on laisse l'autre camp? Mais par rapport à ça, les autorités ivoiriennes ont expliqué que justement les jugements des cas qui concernent les membres du camp EDR auront lieu dans les mois à venir. Donc pour l'instant, ils ont jugé justement les questions d'atteinte à la sécurité. C'est là justement que Mme Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison. Joël Yetondi, alors dites-nous, à quoi ça sert aujourd'hui de demander la libération de Laurent Gbagbo quand on sait que Laurent Gbagbo ne dépend plus de la Côte d'Ivoire? Sa libération dépend plutôt de la CPI. Oui, c'est des hommes, faut-il encore le rappeler, des acteurs politiques qui étaient au devant de la scène, qui avaient un objectif, et leur objectif c'est essayer de rejoindre dans les prochains mois la présidence. Donc l'objectif c'est le pouvoir et pour ça tous les moyens sont bons et ils sont conscients de ce que la libération de Laurent Gbagbo ne dépend pas de Ouattara, mais il faut brandir cela puisque dans la masse ceux-là qui sont derrière Gbagbo, et Dieu sait qu'ils sont aussi nombreux, ils ne sont pas négligés et ils demandent à corps et à cri la libération de Gbagbo. Si on peut brandir cela et que ça va donner un peu de la popularité, il faut y aller. Donc c'est un argument de récupération. Alors, tout à fait, c'est ça la politique. Est-ce à dire que leur revendication concernant Gbagbo n'est pas sincère? Écoutez, s'ils le disent et que Gbagbo peut sortir, tout ça c'est à leur profit. Parce qu'ils diront, voyez-vous, il a fallu qu'en ce moment, voilà, que nous donnons de la voix et nous sommes les bons patriotes. Ils ne peuvent pas avoir une satisfaction dans l'immédiat. Ils le savent, mais il faut le dire. Il faut le dire, quitte à voir quelle réaction aura le camp d'en face, je veux parler du gouvernement de Ouattara. Si on mettait les pieds dans le plat et que ça sentait, eh bien, ce sera encore, une fois encore, à leur avantage. Donc, ce à quoi ils jouent, c'est du professionnel simplement. Ils savent ce qu'ils font, tout a été étudié, dans un cas comme dans un autre, c'est à leur avantage. Donc, c'est à Ouattara de savoir prendre du recul. Ce n'est pas le moment de s'énerver, non. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Et parlant vraiment des efforts, c'est sans parti pris, je dis aujourd'hui, quand moi je vois cette Côte d'Ivoire d'hier, je dis il y a un effort qui se fait, honnêtement sans parti pris, et qu'il faut saluer cela. Mais tout ceci compte pour très peu. Parce qu'il y a de la frustration, il y a de la douleur, il y a de l'amertume. Et ça se comprend. On ne peut pas comprendre que, injustement, vous ayez perdu des vôtres. Et malheureusement, le reste, c'est là. Ceux-là qui vous sont proches et qui jouissent encore d'une liberté relative sont obligés de passer le reste de leur temps, le clair de leur temps, en prison. Ça ne se conçoit pas. Donc il y a toutes ces rancœurs. Ajoutez à cela que Ouattara, en tout cas comme il l'affirme là, ils disent qu'il est là encore pour un nouveau mandat. Ça ne s'entend pas, ça fait de la souffrance. Pour ceux-là, c'est comme une injure, d'autres claquent. Et si les gens peuvent aider à renverser la tendance et retrouver cette Côte d'Ivoire dont ils ont rêvé, ou tout au moins cette Côte d'Ivoire unifiée, parce que la Côte d'Ivoire est tout aujourd'hui sauf unifiée. Donc ils peuvent utiliser l'argument de Gbagbo ils peuvent utiliser pour conquérir le pouvoir. Oui. Alors est-ce que cela ne pose pas le poids alors justement de cette coalition? Cette coalition semble ne pas alors avoir un poids comme cela se doit sans les pro-Gbagbo. Vous voyez, on ne peut pas le dire, mais à la fois c'est un peu du vrai ce que vous dites, mais l'opposition n'a de répondant que face à un certain nombre d'événements. Vous l'avez vu ailleurs, dans un pays voisin où un opposant qui n'aurait pas pu avoir l'aura qu'il a aujourd'hui, l'a eu. Simplement parce que dans la façon de gérer les problèmes, le pouvoir n'a pas su jouer sur la fibre, la fibre patriotique, je veux dire, dans un contexte où il y a de la douleur, dans un contexte où tout le monde ne se sent plus concerné, dans un contexte où les gens ont l'impression que vous ne gouvernez pas pour tout le monde,
voyez-vous, il faut faire suffisamment attention. Quand vous ne le faites pas bien, l'opposition ne peut que récupérer cela. Oui, et c'est à son avantage. Oui, la récupération dont il s'agit ici, ce n'est pas le bilan de Alassane Ouattara. Vous savez, c'est la récupération de l'électorat d'un prisonnier politique. Pour toute élection. Alors, quel est le poids justement de ceux-là qui veulent récupérer aujourd'hui l'électorat? Malheureusement, la politique en Afrique, ça s'est fait sur ces données-là. C'est des données économiques, c'est des données politiques, des faits de société et autres. Donc le contexte actuel, je dis, économiquement, ce serait du leurre que d'aller sur ce terrain, commencer par dire, oui, vous voyez les arguments que Belamus a cités. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. On va donner ça en exemple, que c'est un processus, on va y arriver. Donc, un homme avisé, aujourd'hui, cette coalition a compris que ce n'est pas la peine d'aller sur ce terrain. Il faut aller sur le terrain brûlant, où on peut avoir de la côte très rapidement. Oui, et ce n'est pas pour des néophytes. Je dis, c'est du savoir-faire. Sinon, ils pourraient y aller autrement. Ils vont se casser le visage. Mais actuellement, la façon dont ça se joue, si Ouattara ne sait pas jouer franc jeu, ne sait pas prendre la défensive et jouer à l'offensive quand il le faut, et il s'énerve très rapidement, ça va péter. Je dis, c'est déjà heureux à son avantage, quoi. On a vu l'opposition quelques jours en arrière qui a voulu manifester. On a vu comment ça s'est passé. Mais pour cette sortie, Ouattara ne s'y est pas opposé. On a aidé à quadriller la mobilisation et ça s'est passé comme ça s'est passé. Vous imaginez qu'on demande aux gens de dégainer ou bien de simplement réprimer ce qui allait se passer, ce sera un autre scénario. Oui, et c'est donc c'est comme ça. Peut-être qu'il y a eu des pressions venant de l'international, de la communauté internationale par rapport. Ouattara a vu les signaux. Je ne sais pas s'il y a eu des pressions ou pas, mais ce qu'il faut souligner. Tout dernièrement, il a promis au président français François Hollande que les élections vont se dérouler dans la paix et dans la tranquillité dans son pays. Donc, et c'est comme ça qu'il doit jouer, il va continuer par jouer. Et ça pourra... de ses promesses, il se dit, il ne faut pas mettre cette fois-ci la pression qu'il faut sur l'opposition, il faut laisser faire. Il a intérêt à le faire parce qu'aujourd'hui, je dis, il n'a encore rien perdu. S'il veut un nouveau mandat, il peut encore l'avoir. Alors aujourd'hui, ce qui a été cité par la coalition doit être perçu comme des revendications. Le plus petit des citoyens ivoiriens le reconnaîtra légitime. Donc, il est question, très rapidement, comme je l'ai dit en introduction, si on peut libérer quelques prisonniers déjà, et dit graduellement on reviendra en ce qui concerne ce qu'on peut appeler les gros cylindrés, voir comment régler le problème. Et en ce qui concerne la CENI, il n'y a pas de problème. Vous voulez quoi? C'est Laurent Gbagbo. Il n'y a pas de problème. Vous savez, la politique, ça se joue sur les détails. Et parfois, j'ai de la peine quand j'observe. C'est un jeu de marchandage. Oui, c'est comme un jeu d'échecs. Il faut savoir déplacer les pignons. Mais je dis parfois, je me demande ce qui arrive. Vous semblez bien maîtriser. Non, juste le fait de les observer. Je dis, je n'ai pas compris. Que Ouattara dise, oui, que j'ai compris, il n'y a pas de problème, nous allons saisir la CPI pour voir ce qui va se faire. Alors, actuellement, j'interpelle ceux qui ont fait le travail. Il peut même interpeller. Il peut même interpeller qu'on a banni. Il dit, mais lui, il nous accuse, mais on lui a demandé de faire sa mission. Comment il a fait sa mission? Ceux-là qui veulent vous défendre aujourd'hui, comment ont-ils rempli la mission? Il y en a qui ont travaillé avec moi hier. Ils m'accusent de quoi? Écoutez, moi je suis un démocrate, je vous ai laissé manifester. Si demain vous voulez manifester, je vous accompagne, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne ce qui se fait aujourd'hui, la justice est indépendante. Mais nous avons fait des plaidoyers avec le ministre pour voir ce qui va se faire. Quand on commence par libérer quelques-uns, ça va changer la tendance. Ceux-là qui sont là, qui chaque jour prient pour retrouver leurs proches, qui croupissent en prison pour des raisons qu'ils ignorent, mais ils vont sauter de joie. Ils diront au-delà de tout, il m'a permis de retrouver mon mari, il m'a permis de retrouver mon fils, que je ne sais plus. Quand est-ce que je vais le retrouver? Tout ça peut aider. Tout cela peut aider certainement. Donc la balle est dans son camp. Notre souhait, c'est que la Côte d'Ivoire ne connaisse pas une nouvelle crise. Alors Bellarminus Kakovi, quel est le poids selon vous de ceux-là aujourd'hui qui utilisent l'argument de Gbagbo pour revendiquer justement en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il faut resituer les choses. Ces gens-là ne viennent pas tous du FPI. Oui, ils ne viennent pas du FPI. Ils ne sont pas tous. Ils viennent de beaucoup de formations. Il y a le leader, le leader. Voilà. Le lead du leader. Il y a des gens du PDCI et RDA. Donc, ce n'est pas forcément des gens qui viennent du PDCI. C'est une coalition. C'est une coalition. Donc, moi, je pense que si c'est qu'ils venaient tous du FPI, on pourrait comprendre que voilà, c'est les Gbagbo-philes qui continuent de semer le trou
troubles dans le pays. Donc, c'est des gens qui viennent de tous les bords politiques et qui, de façon unanime, demandent la libération des prisonniers politiques. Quand vous prenez l'article 3 de la charte signée le 12 mai dernier, il y a 5 objectifs principaux. Donc, il n'y a pas que Laurent Gbagbo. Le premier alinéa parle de la réconciliation nationale avec l'obligation d'instaurer des conditions d'un environnement sociopolitique apaisé. Et c'est justement à ce niveau qu'il demande la libération des prisonniers politiques, notamment Laurent Gbagbo. Mais il y a d'autres revendications. Il parle du strict respect de la Constitution. Oui. Il parle également de la commission électorale. Des conditions de vie des populations qui croulent sous le poids d'une paupérisation sans cesse grandissante. Donc je pense qu'ils ont trouvé le bon dosage, un mixage entre revendications politiques et revendications socio-économiques. Et donc je pense que c'est des gens qui sont quand même qui sont nantis d'une certaine cote de popularité au sein donc de la population ivoirienne. Et je suis d'accord avec Joël que aujourd'hui le président Ouattara doit cesser de jouer à la politique politicienne. Parce que quoi? La violence armée structure la politique ivoirienne depuis le 19 décembre 2002. Depuis ce temps. Et donc, le président élu était au pouvoir, il y a une rébellion qui l'a attaqué, et subitement aujourd'hui, après la crise post-électorale, on prend les gens d'un camp, qu'on juge, et on estime que c'est graduellement qu'on va poursuivre les autres. Moi, je pense que le bon sens aurait voulu qu'on commence par sanctionner les gens par qui la violence armée est entrée dans la politique ivoirienne. Et ceux-là, on les connaît, c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une justice à double vitesse. Et si on continue comme ça, les membres de la CNC seront obligés d'appeler une fois encore la rue à témoin. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, quand la rue descend, c'est toujours la catastrophe après. Oui. Alors, je voudrais justement nous inviter juste à faire ce scénario ensemble. Alors, au cas où ces revendications seront satisfaites par le pouvoir en place, qui sera le candidat selon vous de cette coalition? Aujourd'hui, il y a beaucoup de têtes fortes dans cette coalition. À votre avis, qui peut être le candidat Bellarmilus? Je pense que la CNC, c'est comme l'Union fait la nation d'il y a quelques années au Bénin. Donc, ils vont se retrouver dans une situation compliquée entre eux. Ils vont se bouffer. Déjà, on est au mois de juin, bientôt la fin du mois de juin. Les élections, c'est pour en octobre. Ils n'ont pas encore de... Ils n'ont pas de leader, ils n'ont pas de candidat désigné. Il y a un problème. Il y a Kakabe, la dernière fois, qui disait que lui sera candidat. Il y a Konabani aussi qui logne sur sa candidature. Il y a Kaplan qui a dit, lui, carrément, le professeur Bro, qui a déclaré clairement que lui sera candidat. Mamadou Koulibaly aussi n'est pas prêt à rejeter l'offre. Cette coalition risque de voler en éclats d'ici quelques semaines. Joël Yetonji. Oui, je vous ai dit que c'est des gens vraiment très avisés qui se sont réunis et qui veulent remporter une grande bataille. Et donc, ils y vont stratégiquement. Voyez-vous, ils ne sont pas encore parvenus à désigner. Pas à savoir qui est le leader. Voilà, c'est stratégique, je dis. Ils veulent jouer sur le mental de leur vis-à-vis, et c'est au vis-à-vis de savoir jouer. S'ils jouent franc, intelligemment, avec de la sagesse, il va les dérouter, forcément. Bon. En attendant que nous ayons un leader, je ne suis pas dans les secrets des jeux. Si jamais Ouattara jouait de la stratégie, il a raison de la coalition. Parce que ce qui se passe actuellement, ils sont en train de gagner en temps. C'est de la stratégie de guerre aussi. Ils sont en train de gagner en temps. Ils disent, bon, on n'a pas trouvé de leader, mais les revendications sont là, il faut y aller. Donc ils ont posé leurs revendications. Maintenant, si, au lieu de prendre du recul pour réagir conséquemment, on y va dans la précipitation, eh bien, dans ce désordre, au niveau de la coalition, puisqu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas de leader, ça c'est fondamental à souligner. Donc dans ce désordre qui couvre à leur sein, eh bien, ils donneront de la matière encore à cette coalition qui va continuer comme ça et faire ce qu'il faut et ensuite voir en leur sein très rapidement comment désigner quelqu'un. Mais si par contre Ouattara arrive très rapidement à trouver la mesure qu'il faut et comme on ne sait pas déjouer un peu cette stratégie, question de satisfaire graduellement pas à la va-vite, puisqu'il n'aura pas toutes les solutions. Dès qu'il commence par ce qui paraît pour lui faisable et réunir très rapidement la classe politique et dire ok, au niveau de la CEI, voici ce que je propose, qu'est-ce que vous proposez pour sa composition et déjà étaler ça dans la durée. Juillet, c'est à nos portes. Je pense que à votre avis, est-ce que cette coalition peut gagner les élections en Côte d'Ivoire? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Tout est encore à refaire. Donc tout dépend de la façon dont chacun aura à jouer. Ouattara peut aider cette coalition à devenir incontournable et s'imposer comme cette coalition peut aider Ouattara
à s'éterniser. Si c'est le mot. Bellarminus Kakovi, est-ce que cette coalition peut gagner les élections? Ça va être compliqué dans la mesure où déjà ils n'ont pas encore de leader. Donc, alors qu'on sait qu'on parle d'une élection présidentielle, donc une élection nationale, il faut un leader, il faut imposer l'image de ce leader, il faut du temps. Et là, on est à 3 mois. On est à 3-4 mois de cette élection présidentielle, donc je pense que ça va être très juste. Ensuite, avec cette CENI-là, je pense qu'ils n'ont aucune chance. Si on ne fait pas cette réforme qu'ils exigent, ils n'ont aucune chance de pouvoir gagner avec cette CENI-là. Parce que c'est une CENI qui a un parti pris. Faut pas se leurrer. Et donc je pense qu'aujourd'hui, et comme disait Joël, il faut que le président Ouattara réussisse tout simplement à mettre la balle à terre. Parce que moi j'ai suivi Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, la dernière fois. En fait, c'est des gens qui marginalisent l'opposition. Et ça, c'est le problème des hommes politiques africains. Ils ne supporte pas d'avoir des opposants en face. Et on lui demande, lui pose la question sur les opposants, il dit comment on les appelle déjà, avec un dédain, un mépris. Et je pense que s'ils affichent, ils continuent d'afficher cette attitude à l'endroit donc des membres de la CNC, eux aussi ils vont continuer à s'entêter et la situation va s'enliser. Peut dégénérer. Merci Bellarminus Kakovi. Merci Joël Etondi, madame, monsieur. Ce sera tout pour le premier débat qui a porté sur la Côte d'Ivoire et la mobilisation de l'opposition dans le cadre des prochaines élections présidentielles dans ce pays. Sika Fomag se poursuit. Au Nigeria, au moins 20 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées ce lundi dans un attentat suicide à Maïdougouri, fief de Boko Haram. L'explosion s'est produite à proximité du marché aux poissons de la route de Baga. Selon plusieurs sources, la kamikaze n'avait pas plus de 17 ans. La France a promis ce lundi de peser de tout son poids pour le succès de l'accord de paix au Mali. 2 jours après la signature de l'accord par la rébellion du Nord, le ministre français de la Défense a fait le voyage pour montrer la détermination de la France à en garantir l'application. Au Soudan du Sud, quelques 250 000 enfants risquent de mourir de faim dans ce pays ravagé par 18 mois de guerre civile. L'information est publiée dans un rapport de Tommy Lanzer, coordonnateur humanitaire de l'ONU dans le pays jusqu'à son expulsion début juin. À la suite de cette émission, à présent au Mali, après des semaines de négociations, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui représente la rébellion dans le nord de ce pays, a fini par signer ce samedi l'accord de paix déjà entériné par le gouvernement et la médiation internationale. Signature de l'accord de paix par la rébellion au Mali, influence de cette signature sur la paix dans le Sahel. C'est le deuxième sujet à débattre dans cette émission. Ce sera juste après ce générique. Pour ce second débat, j'ai toujours sur mon plateau mes 2 invités, Bellarminus Kakovi, docteur en communication politique, et Joël Etondi, journaliste à la rédaction de Sika TV. Joël, je reste d'ailleurs avec vous. Après des semaines de revendications, donc, la coordination des mouvements de l'Azawad a fini par signer l'accord de paix au Mali. Est-ce que vous pensez que par cet acte, on aura un retour définitif de la paix dans le Sahel? Le mot est un peu trop fort. Vous l'avez suffisamment corsé. Vous avez parlé de paix définitive. Et c'est un peu là le hic. Je vais cependant reconnaître ici que c'est heureux. Que désormais l'accord de paix porte le sceau de tous les protagonistes. On l'a souhaité de tout cœur. Donc c'est un grand pas qui a été franchi. Mais la grande interrogation, elle est celle-là que vous venez de poser. Est-ce que cela suffira pour avoir une paix définitive? Non. C'est là que le plus dur commence. Ah bon, le pari de la paix n'est pas gagné parce que le tout se jouera sur le terrain. Vous voyez cette partie du Mali qui a connu des années durant rien que la guerre, la division des frais d'un même pays et parfois d'une même localité qui ont dû s'affronter parce que l'un appartenant aux forces régulières et l'autre à la rébellion. On ne peut pas facilement tourner cette page. Et encore au-delà de ces faits, il est une réalité que les revendications dont on parle aujourd'hui, il va falloir passer à l'acte, à la concrétisation. Déjà, eux se regardent en chien de faïence, les uns les autres demandent des garanties que la paix sera vraiment une réalité. Ces forces régulières demandent à ce que très rapidement l'armée régulière puisse investir cette partie du Mali, mais de l'autre côté, on demande à ce qu'il y ait déjà de la libération des prisonniers.
Et vous voyez, on ne peut pas oublier la population, elle qui est véritablement, je pense, inconcernée. Ceux-là qui ont dû fuir à cause de cette guerre, ceux-là qui ont perdu des parents. Et très rapidement, comme si de rien n'est, au nom de la paix, qu'ils veulent d'ailleurs, mais au nom de la paix, qu'ils déployer ces bourreaux d'hier, les Nagants et autres, ça devient difficile. Ceux-là, les intégrer à l'armée de cette façon, ça reste encore un autre problème. Donc, comment parvenir à concilier tout ceci? Donc, il s'agira pour chaque camp de jouer à son sens d'une volonté, mais beaucoup plus aussi sur la fibre patriotique. Et donc, ce sera un travail de longue haleine. Ce n'est pas gagné d'avance. Au moment où on traînait les pas pour signer cet accord, il y a eu la naissance d'autres mouvements qu'on ne peut pas négliger. Il y en a qui aujourd'hui se réclament d'une partie de la population, plus précisément ces Peuls qui voient leurs bêtes régulièrement abattues, les populations massacrées, tout ça, et ils prétendent aujourd'hui défendre leur cause. Ceux-là n'ont pas été pris en compte. Aujourd'hui qu'il y a un accord qui est signé, ceux-là vont vouloir aussi bomber le torse pour une Mali ou un Nord Mali qui n'est pas sécurisé, vous voyez. Et ceux-là ont aussi les armes. Ils vont chercher à se faire désirer. Pourquoi pas? Ce n'est pas exclu. Donc c'est un bon pas qui a été franchi. Mais la coordination a signé au nom de tous les mouvements, justement. Non, tous les mouvements concernés. Ils ne se réclament pas rebelles pour l'instant. Ils se réclament quoi alors? Pour défendre la cause de la population Peul, qu'on n'écoute pas suffisamment. Ça, ce n'est pas à négliger. Ils défendent la même cause que les Touaregs. Les Touaregs aussi défendaient les causes de la population. Non, ça, ce n'est pas à négliger. Et je ne veux pas ouvrir l'autre pan qu'on a semblé ignorer. Je vais parler des djihadistes. Ce n'est pas à confondre avec le mouvement du Nord Mali, non. Ceux-là qui viennent trouver refuge dans le Nord Mali, puisque c'est un no-man's land, donc tout le monde peut venir s'y cohabiter pourvu qu'on fasse quelques concessions. Ceux-là ont aussi les armes. Donc le défi est très grand. Donc la marche vers la paix, c'est une marche de longue haleine. Il va falloir maintenant que chacun essaie de jouer franc jeu. L'armée qui a pris un certain nombre d'engagements, je veux dire plus précisément le gouvernement qui a pris un certain nombre d'engagements, il va falloir respecter ces engagements. Il va falloir aussi que les rebelles respectent leurs engagements, mais il va falloir aussi travailler à ce que la population essaie de comprendre ce qui s'est passé. Parce que juste au lendemain de cette signature, nous avons eu les femmes qui ont marché, qui ont tempêté, que ce qui a été signé ne les arrange pas. Parce qu'ils ont obtenu aussi la création d'un conseil pour désormais administrer les 3 localités concernées, Gao, Kidal et puis Tombouctou. Vous voyez, donc le défi est immense. Le défi est immense. Alors, Bélaminus Kapovi, est-ce qu'on peut espérer un retour de la paix dans le Sahel avec cette signature par la coordination des mouvements de l'Azawad? Je pense personnellement qu'il faut saluer cet accord déjà. Pour moi, c'est un succès diplomatique de la part de l'Algérie d'abord à travers son ministre des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamara. C'est également une sorte de succès aussi, une victoire politique pour le président Ibeka. Et enfin, il faut aussi saluer les membres de la CMA, de la coalition des mouvements de l'Azawad. Dans la mesure où, rappelez-vous, ils ont d'abord refusé de signer cet accord à Alger le 15 mai dernier. Et ils ont fait un peu de chantage. Exactement. Et finalement, on leur a accordé la création donc, des assemblées régionales dotées des pouvoirs énormes. Même si ces régions-là, ces assemblées n'auront pas l'autonomie, je pense quand même que c'est une concession importante. Personnellement, je suis pour la promotion de la paix, mais je pense que certaines paix doivent être contrariées lorsqu'elles sont funestes. On a tué des gens, on a tué pendant des années des gens. Et subitement, on recourt une sorte de nouvelle virginité comme ça à des criminels d'hier, tout simplement parce qu'il faut avoir la paix. Je pense mais au nom de la paix, il faut faire des concessions quand même. Il y a des concessions qui sont faites, mais ces concessions ne doivent pas oublier que qui a tué doit payer. Il faut qu'une justice s'occupe de ces cas-là. Oui, mais la justice va rattraper qui? Les leaders de ces mouvements, alors qu'aujourd'hui, c'est eux les chefs de ces groupes de rébellion. Et elle déterminera les vrais auteurs, parce que Joël l'a su bien dire. Sans risque qu'il y ait possibilité de reprise des armes? De toutes les façons, je vous dis, ce n'est pas les premiers accords qui sont signés. Je vous rappelle qu'il y a les accords de Tamaracet, signé le 6 janvier 1991. Après, il y a eu ce qu'on a appelé le pacte national. Oui, des accords qui n'ont jamais été respectés. Ça n'a jamais été respecté, même sous l'égide du président Ronlix et d'Alpha Oumar Konaré. On a signé un autre accord qu'on appelait à l'époque la flamme de la paix. Ça n'a jamais été signé. Donc, ça n'a jamais été respecté. Ça n'a jamais été respecté, pardonnez-moi. Est-ce que là, ce n'est pas un accord de plus? C'est la vraie question. Joël Yetondié, un accord de plus selon vous?
Bon, en tout cas, c'est un bon qualitatif ce qui a été fait. Donc, je disais tout à l'heure que ça dépendra vraiment de la volonté de chacun des partis concernés pour aller de l'avant. Donc, il faut travailler parce que le Mali en a besoin. Et dans ce qui se fait aujourd'hui, si on ne sait pas de faire profil bas, eh bien, et tout le monde perdra. Parce que les djihadistes sont là. Eux, ils sont en quête de territoire. Si cette signature... S'il y a des failles, ils vont en profiter. Ils vont en profiter. Et c'est une fois encore le Mali qui va perdre, mais aussi ces rebelles qui vont perdre. Donc, je pense que la situation actuelle du Nord Mali est telle que tout le monde a intérêt à ce que la paix soit vraiment concrétisée, même sur le terrain. Soit mise en application. Je dis une fois encore que la marche est longue. Alors, l'une des recommandations de cet accord, Joël, concerne l'insertion prioritaire et majoritaire des combattants de ces mouvements rebelles au sein des forces de sécurité maliennes dans le Nord. Alors, est-ce que vous pensez que les ennemis d'hier pourront facilement cohabiter dans une seule et même armée sans risque? Des risques, il y en aura. Mais comme on l'a dit, l'histoire nous l'enseigne. Ah oui, malheureusement... Qui va diriger justement les campements? Qui va diriger ces forces dans ces régions du Nord? Est-ce l'armée, les représentants de l'armée régulière ou bien les représentants de la rébellion? On a demandé leur reconversion et qu'ils soient désormais associés, reversés dans l'armée régulière. Donc ce n'est pas eux de venir dicter comment les choses se font. Les principes sont déjà retraités. Vous savez qu'ils sont armés. Ils sont armés. Les principes sont déjà tracés. Il va falloir les respecter. La concession qui a été faite ici, il s'agit de leur reversement, de leur reconversion. Donc pas autre chose. Il ne faut donc pas mal interpréter les choses. Il faut aller dans le respect de ce qui a été dit. C'est votre interprétation. Ils peuvent interpréter autrement. Non, ça a été très clair. Ben, s'ils doivent interpréter autrement, vous savez, mais malheureusement... Ce qui est écrit justement sur le papier, ça dépend de l'angle qui vous arrange. Hein. C'est vrai qu'on a déjà vu plus d'une fois des décisions qui ont été prises et après on dit non que c'est une mauvaise lecture. Voilà, c'est même d'actualité. Mais je dis, en la matière, si les gens veulent aller vraiment de l'avant, si les gens vraiment veulent traduire en acte ce qu'ils ont fait, l'engagement qu'ils ont pris devant tout le monde, ils doivent pouvoir le respecter. Voilà, maintenant, que a dit que ça n'a jamais été respecté, il y a eu plusieurs accords de paix. Oui, c'est vrai que jamais ça l'a été, mais qui dit que cette fois n'est pas la bonne? Nous n'avons pas de raison. Ce qui est sûr, des craintes sont là. Mais de la même façon, c'est aussi possible que les deux parties arrivent à faire un bon qualitatif, que cette fois-ci ne soit pas comme les fois précédentes. Alors, on a aussi vu, de par le passé, des ennemis d'hier cohabiter. Ça va être très difficile. Ça, c'est vrai, avec beaucoup de risques. Le cas de la Côte d'Ivoire est là et nous donne l'exemple. Vous avez vu, on a dit qu'il s'agit de reconvertir les anciens rebelles d'hier en militaires ivoiriens. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un résultat concluant sur le terrain. On n'a pas de résultat concluant, mais de la même façon, en Côte d'Ivoire, il y en a qui avaient pris les armes, mais qui aujourd'hui officient régulièrement. C'est vrai que ça n'a pas été fait dans les deux sens, et les gens sont en train de se battre pour que ça se fasse de la même façon. Je dis, ce sont des... Nous allons laisser Benavenus Kopovi donner son avis. Je pense que ça va être plus compliqué que ce que nous sommes en train de dire, parce que moi je ne vois pas par quelle alchimie subitement des militaires de l'armée régulière. Les ennemis d'hier, des gens qui se sont affrontés, qui se sont tués. Ces membres de l'Azawad, là, subitement se mettre ensemble au sein d'une armée régulière. Je pense que ça va être compliqué. Ce que je souhaiterais relever, c'est que on n'aura pas vraiment la paix si, c'est vrai, on a parlé des deux camps, des deux parties, des deux protagonistes, mais il y a aussi d'autres protagonistes que nous semblons ignorer. Je veux parler de la France, parce que, pardonnez-moi, le nord du Mali, on sait très bien qu'il est très riche en uranium et en pétrole. Les militaires français sont là à travers donc l'opération Serval. Il y a également les casques bleus des Nations Unies. Et pourtant, on assiste quotidiennement à des assassinats des militaires de l'armée malienne. Comment cela peut s'expliquer? Donc il y a un problème. Je pense qu'il n'y a pas que les deux protagonistes qui doivent se rendre plus ou moins au sérieux pour pouvoir en arriver à une paix définitive. Je pense qu'il y a aussi certaines organisations, certains pays comme la France justement. Et donc justement, le déploiement donc de cette France-là me pose un problème, parce que la mission qui avait été assignée à la France et aussi au casque bleu à travers la résolution 2100, c'était de sanctuariser le nord du Mali. Mais ça n'a jamais été fait. Oui, mais le nord du Mali est vaste, le Sahel est vaste. Est-ce qu'ils pourront réellement réussir cette mission? Est-ce que
vous ne pensez pas qu'il y ait d'autres intérêts justement cachés derrière cette mission? Est-ce que la véritable mission, c'est de sécuriser ou bien aller chercher d'autres choses? C'est justement pour ça que j'évoquais le cas donc de la richesse pétrolière et puis de l'uranium tout à l'heure. N'oubliez pas, le QG de l'Azawad, c'est où? C'est à Paris. C'est à Paris. Donc je pense que vous voulez dire que cette rébellion est justement instrumentalisée ou menée je ne sais pas si elle est instrumentalisée, mais je pense que la passivité de la France pourrait d'une manière ou d'une autre contribuer à ramener la paix dans cette région. Les gens qui sont à Paris, siègent à Paris quotidiennement, on ne leur dit rien pendant qu'on sait qu'ils tuent des milliers de gens dans le nord du Mali. Donc je pense que la France aussi doit réviser sa position. Joël Yeton dit très rapidement, vous pensez que la France pourrait jouer un rôle important dans cet accord qui a été signé dans la mise en œuvre? Forcément, la France, elle joue déjà son rôle. Le rôle que la France pense devoir jouer, elle est en train de la jouer. Maintenant, je pense que la grande partition à faire, c'est une partition qui revient beaucoup plus aux Maliens, que ce soit la rébellion, que ce soit le gouvernement. Est-ce que ça dépend réellement, réellement des Maliens? Ça dépend réellement des Maliens. Que vous savez, face aux armes, quand vous avez une grosse puissance qui arrive à vous fournir des armes parce qu'elle a d'autres intérêts derrière, est-ce que ça dépend réellement des populations? Oui, c'est notre gourmandisme. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas que le Mali. Observez vraiment cette scène. Vous pouvez la transposer ailleurs et constater le régionalisme, l'ethno-centrisme ou l'égoïsme, ou ce n'est que vous et votre clan qui gouvernez. Tout est clanique. Quand vous le faites comme ça, et il se trouve des gens pour aimer vos frères, pour dire mais ce qui se passe là, vous êtes concernés par ce qui se passe, vous y avez une part. Et c'est une aberration que ça se passe comme ça. En sourdine, on vous donne les armes pour que vous ayez prendre votre part. De l'autre côté, l'autre ne comprend pas que vraiment ce qu'il fait et que les autres applaudissent parce qu'il vient déposer une part de ce qu'il récupère frauduleusement chez eux, elle ne l'arrange pas et il continue de le faire comme ça. Vous voyez, c'est des situations qui ne pourront pas permettre à l'Afrique de prospérer, au Mali de s'en sortir. Je pense que exonérer la France me pose un problème dans la région. Non, je n'exonère pas. Je dis la France joue son rôle. Je dis aux Maliens de jouer leur rôle. On ne peut pas dire ça, la France ne joue pas vraiment son rôle. Non, la France joue le rôle qu'elle pense qu'elle doit jouer. Voilà, c'est ça. Qu'elle pense qu'elle doit jouer ça. Je dis clairement, le rôle qu'elle pense qu'elle doit jouer, le reste revient au Mali. C'était comme ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui se passe dans le nord Mali, c'est la conséquence du chaos libyen avec Nicolas Sarkozy, BHL. Les faits sont liés, c'est vrai, mais chacun doit jouer sa partition. Merci chers invités, madame, monsieur, ce sera tout pour le débat de cette émission. Deux sujets étaient à l'ordre du jour, la mobilisation de l'opposition en Côte d'Ivoire et la signature de l'accord de paix par la coordination des mouvements de l'Azawad au Mali. Merci de nous avoir suivis.